On dit quoi? Ouais, ça va et toi? Ça va, et ça fait longtemps. Vraiment longtemps. Waouh, ça fait très, 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 très longtemps. Et en tout cas, merci pour ton temps aujourd'hui d'avoir accepté de faire l'interview avec moi. Merci à toi, c'est un plaisir. Donc, tu es chargé de projet pour une CM de génie, c'est ça? Non, plus pour une usine. Dans le fond, c'est une usine de papier, du papier L8 qu'on appelle. Et puis, C'est quel cette genre de usine-là, papier? en fait, c'est du papier spécialisé, c'est du papier absorbant que tu retrouves dans les lingettes, tu sais, les lingettes hygiéniques pour les femmes, les couches de bébé, et ainsi de suite. Donc, c'est une matière première que nous, on fournit à notre client, qui va être justement comme P&G qui fait les serviettes hygiéniques, et puis eux, ils vont l'intégrer dans leurs serviettes hygiéniques. Fait que c'est ça, c'est du papier spécial, mais qui est vraiment spécialisé pour absorber le maximum d'eau sur une petite surface. OK. OK. Donc, c'est ça, cette usine-là, en fait, a un département d'ingénierie. Fait que, on agit un peu comme la firme d'ingénierie privée à l'usine. Je prends note. En tout cas, on va y revenir de toutes les façons pour que tu parles un peu plus de tes tâches, ce que tu fais en tant que chargé au projet. Du coup, tu as un diplôme en génie électrique de Laval. Ouais, c'est ça. C'est un bac de 120 crédits. On va parler, bon, j'ai des questions par rapport à la formation. Du coup, OK. Moi, en tout cas, j'aimerais savoir, de façon générale, quand quelqu'un décide de suivre une formation en génie électrique, c'est quoi les perspectives d'emploi? Tu deviens quoi? Parce que ma soeur fait la même chose. Ma soeur, Akila, elle fait aussi, elle a diplômé, by the way, elle a diplômé, maintenant elle fait un stage. Et quand on dit elle est électricienne, elle veut se fâcher. Elle dit, mais ça, les gens font. Je t'assure, quand je dis ma soeur fait génie électrique, elle est électricienne. Je dis, moi je pense qu'elle est électricienne, mais elle se fâche quand je dis ça. Donc concrètement, c'est quoi? C'est pour faire quoi dans la vie? Le pire, c'est qu'on subit vraiment électricien à chaque fois. Mais je te dirais, le génie électrique est quand même assez vaste. Maintenant, je sais qu'à l'université, il y a plus de spécialités, mais quand moi j'y étais, il y avait principalement 4 spécialités. Donc, tes 4 spécialités, c'était premièrement l'électrotechnique, qui est un peu ce que moi je fais, et puis ce que Aquila a fait, c'est vraiment l'électricité de puissance. Tout ce qui est dans les usines, qui viennent dans les bâtiments, c'est vraiment, comme on l'appelle en génie électrique, le gros signal. Donc, on va prendre ça comme les gros courants. C'est ça, l'électrotechnique. Mais c'est quoi, OK, c'est quoi vous faites quand tu dis électrotechnique? Est-ce que je peux prendre un exemple concret pour qu'on puisse vraiment mettre en perspective? Pour mieux expliquer ça, tu dois prendre chaque spécialité et te dire que dans chaque spécialité, tu as des domaines d'application différents. Par exemple, comme je disais, l'électrotechnique, on travaille beaucoup avec les grands courants, les machines électriques, tu vois, les moteurs électriques qui sont dans les usines et autres. C'est de ça que nous, on s'occupe. Et maintenant, ça, c'est ta spécialité. Et ta spécialité, tu vas l'appliquer dans un certain domaine. Donc, mettons, par exemple, moi, je suis en électrotechnique et je suis dans le domaine industriel. Donc, moi, je vais m'occuper des machines qui sont dans l'usine. Je vais m'occuper des panneaux de contrôle, de tous les composants que je dois mettre en œuvre pour faire fonctionner la machine et puis contrôler la machine pour qu'elle se comporte comme je veux. Maintenant, si tu prends en électrotechnique, parce que Aquila, si je me rappelle bien, elle travaille en électricité du bâtiment, ça reste de l'électrotechnique, mais c'est appliqué au domaine du bâtiment. Ça signifie que c'est eux qui vont faire le circuit interne d'un immeuble. Il faut vraiment voir ça comme plus, avec le scope plus grand. C'est pas juste le circuit d'une maison. Ça, c'est assez facile à faire. Un électricien peut le faire. Mais par exemple, quand on parle de gros immeubles qui ont besoin d'alimentation, il faut calculer les charges de chaque appartement, faire les circuits qui correspondent et ainsi de suite. C'est là que l'ingénieur en électricité du bâtiment, en fait, va rentrer en jeu. Fait que les aspects, c'est vraiment de contrôler, c'est plus d'alimenter les appareils et puis de les contrôler. L'électricien va s'occuper, dans le cadre de l'électrotechnique, l'électricien va s'occuper de ce qui est, on va dire, de ce qui est simple. Mettons, si tu as juste une machine à mettre en fonction, un électricien peut s'en occuper. Tu as juste une maison à mettre en fonction, un électricien peut le faire. Mais quand on parle d'un point de vue plus général, on parle d'une usine ou bien on parle d'un immeuble, on parle de quelque chose de plus grand, là, on a besoin d'un ingénieur, en fait, pour faire une gestion comme plus globale.
Parce qu'il y a certains paramètres qui rentrent en compte que nous, on doit prendre. Et là, j'imagine que c'est pas plus l'électricien, plus le terrain, mais j'ai l'impression que l'ingénieur, lui, c'est vraiment celui qui dirige le projet, en fait. Oui, dis-toi que c'est exactement ça. C'est exactement comment ça fonctionne. Et puis, par exemple, l'intitulé de mon job qui est chargé de projet, c'est vraiment ça. On gère globalement le projet et on a des équipes, en fait, qui s'occupent des tâches. Maintenant, tes équipes sont assez indépendantes. Tes électriciens, ils savent pratiquement quoi faire. Tu n'as pas besoin vraiment de leur donner d'instructions dessus, mais c'est toi qui as le plan général. Donc, tu dois leur dire exactement de quoi tu as besoin et puis valider qu'ils te remettent exactement le livrable que tu as demandé. Maintenant, la plupart du temps, tu sais, tout ce qui est comment ils vont mettre en œuvre, comment ils vont fixer certaines choses à l'intérieur et ainsi de suite, tu ne le saurais pas, toi, en tant qu'ingénieur, parce que c'est justement ce que lui, il apprend en tant qu'électricien. C'est principalement la différence, je te dirais, dans notre domaine. Et dans les autres spécialités, tu n'as pas vraiment d'électricien parce que c'est comme un peu plus poussé. Nous, en électrotechnique, on a beaucoup d'électriciens parce que c'est comme ça que c'est structuré. Mais par exemple, dans les autres spécialités, tu as l'électronique. Tout ce qui est électronique, en fait, c'est les petites cartes électroniques que tu as dans ton téléphone, que tu as dans mon ordi. Ouais. C'est ça. Fait que là, ça va être des ingénieurs qui vont travailler dans des équipes d'ingénieurs. Fait que je te dirais à ce moment-là, l'ingénieur travaille plus par lui-même. C'est lui-même qui fait ses plans, c'est lui-même qui commande son PCB, c'est lui-même qui fait ses branchements. La plupart du temps, il a plus le contrôle au final. Donc, il a moins un travail de gestion comme nous en électrotechnique, on va le faire. Il a plus un travail où c'est lui-même qui fournit le livrable au final. Et il est dans une équipe d'ingénieurs avec d'autres ingénieurs qui n'ont pas forcément son expertise. Donc, mettons, dans ce genre d'équipe-là, ils vont travailler avec des ingénieurs informatiques, des ingénieurs logiciels. Exactement ce que j'allais dire, ouais. C'est ça. Fait que eux, ils travaillent plus dans des équipes d'ingénieurs. Nous, en électrotechnique, on travaille beaucoup avec le génie mécanique, mais on a les équipes d'électriciens aussi qui vont avec. Ouais. Donc, je disais, tu as principalement 4 spécialités. Donc, je suis passé sur 2, qui est l'électrotechnique et puis tout ce qui est électronique. Tu as la photonique. Photonique, c'est un peu moins connu, mais c'est tout ce qui est laser. Tout ce qui est technologie laser et puis toutes leurs applications. Maintenant, quand tu dis laser, c'est quoi, laser? Tu sais, les lasers, l'exemple le plus simple, quand tu dis laser, moi, je vois comme dans les films, le laser qui découpe un truc. Je sais pas, un métal ou je sais pas pourquoi. Mais en fait, c'est ça. C'est vraiment ça. Ça. Oh, okay. C'est vraiment ça. Parce que justement, le laser, il a beaucoup d'options et il y a beaucoup d'utilité au final. Mais oui, dans l'industrie, par exemple, si tu regardes les nouvelles cartes, les cartes électroniques qu'il y a dans ton téléphone, c'est des lasers qui découpent. C'est en fait, on amène un matériau et puis c'est un laser qui va aller faire la découpe pour tracer ton circuit à l'intérieur. Donc, si tu te spécialises en photonique, en fait, ça va être un ingénieur électrique qui va se spécialiser dans la production de lasers, en fait. Parce que c'est en fait différent. Là, il y a beaucoup il y a beaucoup d'applications parce qu'on n'utilise pas les lasers que pour ça. Par exemple, maintenant, on fait les mesures avec des lasers. Tu as des petits appareils que tu pointes le laser et puis il te dit à quelle distance tu as pointé. Mais dans l'aérospatial, on l'utilise encore plus parce que c'est avec les lasers qu'on estime les distances dans l'espace et ainsi de suite. Il y a franchement beaucoup d'applications concernant le laser. Le laser. Ouais. Okay. Et je te dirais, c'est une spécialité un peu moins connue du génie électrique parce que il n'y a pas tant d'applications, tu sais, comme dans les autres spécialités. C'est vraiment des sociétés vraiment spécialisées dans leur domaine. C'est vraiment une niche, en fait. Ouais. Exact, c'est vraiment une niche. C'est ça. Fait que tu as cette spécialité-là qui est moins connue du même fait que malgré que j'ai fait les cours, oui, j'ai pris quelques bases dedans, mais j'aurais du mal à t'expliquer vraiment. Je connais le fonctionnement du laser, mais j'aurais du mal à t'expliquer toutes les applications ni à quoi ça sert. Mais ça aussi, c'est principalement une des 4e. Et puis, ensuite, il y a ce qu'on appelle les systèmes ordinés. Les systèmes ordinés. Quoi? Les systèmes ordinés. Ordinés. Oui, ordinés, vois ça en ordinateur, c'est tout. Donc, c'est vraiment tout ce qui est système embarqué. Mettons que tout est, tu vois, maintenant dans les voitures, tu as de plus en plus d'électronique à l'intérieur pour le contrôle, pour le pilotage automatique et ainsi de suite. Fait que tous ceux qui sont dans un système ordiné, pratiquement, ça va être ça. C'est un petit peu
Ils vont s'occuper de tous les systèmes embarqués dans les véhicules, que ce soit dans les voitures, que ce soit dans l'aérospatial. Eux aussi, c'était quand même... il y a beaucoup d'aérospatial là-dedans parce que de nos jours, tes fusées, c'est plus du mécanique comme on le faisait avant. Il y a beaucoup de contrôle. Fait que là aussi, il y a une niche. Donc, c'est pratiquement les 4 domaines que tu as. Comme je te dis, il y en a 2 qui sont, on va dire, un peu moins connus parce que c'est vraiment de niche et puis c'est plus dans l'aérospatial, c'est vraiment on va dire, c'est un peu fermé comme cercle. Ouais. Mais ça reste très intéressant et puis nous, on trouvait ça un peu obscur parce que là, tu as des concepts différents. Ouais, ça ressemble à ça même. Et dans le fond, donc, tu dis les 4 spécialités là, mais est-ce que genre, quand tu es aux études, c'est assez spécifique comme vraiment tu vois comme par exemple en finance, tu as les cours du tronc commun, puis ensuite tu prends ta spécialisation. Est-ce que ça se passe comme ça en génie électrique ou vous avez tous les mêmes cours, puis c'est vraiment dans la profession que en fait tu te spécialises? Ça se passe comment? Non, c'est vraiment une spécialisation à la fin. Parce que, comme tu dis, tu as ton tronc commun et tu as tes cours optionnels ensuite. Fait que dans tes cours optionnels, ben, c'est là que tu vas venir choisir ta spécialité. Ils nous donnaient quand même la possibilité de, tu sais, faire ta spécialité à toi. Fait que il n'y avait pas de spécialité rigide. C'est, mettons, on te donne les cours conseillés pour cette spécialité, puis tu as le choix d'aller choisir des cours dans plusieurs spécialités. Mais maintenant, c'est encore, comme je disais, nous, on en avait pratiquement 4 quand je terminais le bac. Mais quand j'ai regardé dernièrement, je pense qu'il y a comme 7 spécialités maintenant. Wow, quand même. Ça s'ajoute quand même parce que dans les 4 domaines que je te dis, je te parlais aussi des domaines d'application. Et les domaines d'application sont très variés. Fait qu'à un certain moment, si ils estiment que le domaine d'application commence à prendre de l'ampleur et qu'on a besoin de connaissances supplémentaires, ben, ils vont faire une spécialité pour ce domaine-là spécifiquement. Fait que c'est ce qui arrive. Et puis, tu en as plus maintenant. Donc, oui, c'est vraiment une spécialité que tu vas pouvoir choisir pendant ton parcours et puis faire les cours qui correspondent. Est-ce que c'est possible d'être un généraliste? On n'a pas de spécialité, tu prends des cours ici et là. Je te dirais oui, parce que oui, il te donne la possibilité de prendre les cours, mais je pense pas que ça va t'être utile au final. Parce que mon expérience dans le monde du travail, c'est qu'au-delà même de la spécialité, comme je te l'ai dit, on développe des expertises à l'intérieur. Mettons, par exemple, tu arrives dans un nouveau job et puis on te donne un projet. On te donne un projet spécifique. Ça peut être, par exemple, moi, dans mon cas, ça peut être la sécurité des machines. On te donne un projet par rapport à la sécurité des machines. Tu as réussi ce projet-là, tu vas avoir tendance à refaire beaucoup de sécurité machine. Fait qu'il y a vraiment une tendance à la spécialisation. Tu as d'abord ta spécialité, ensuite tu as le domaine où tu vas aller travailler. Même dans le domaine où tu vas aller travailler, il y a une tâche que tu commences à faire. Donc, on a vraiment tendance à la spécialisation. Fait que tu as la capacité d'être généraliste, mais ça va te donner comme, on va dire, plus à apprendre une fois que tu viens sur le marché du travail. Alors que le marché du travail, il y a une dualité. Ils s'attendent à ce que tu aies des choses à apprendre. Ça, c'est justement quelque chose que j'ai appris sur le tas, parce que quand j'ai quitté l'université, je pensais devoir tout savoir. Mais j'ai compris que ce n'est pas le cas. Ouais. C'est ça. Donc, ils s'attendent à ce que tu apprennes sur le tas, mais ils s'attendent à ce que d'emblée, tu délivres une performance quand même, que tu aies certaines connaissances. Fait que si tu te mets généraliste, en fait, ben, ça va être ton choix de choisir les cours que tu trouves les plus pertinents. Et puis, tu dois trouver un moyen, en fait, de le mettre vraiment en valeur lorsque quand tu cherches du travail. Mais disons que tu choisis une spécialisation, tu commences à travailler, puis tu vois que les projets sur lesquels tu travailles, ça ne te plaît pas trop. Est-ce que c'est des compétences transférables dans une autre spécialisation? Je veux dire, est-ce que quand tu prends un chemin, tu es bloqué, il n'y a pas de retour en arrière. Quand tu veux faire la transition dans un autre domaine, ça se passe comment en fait? Je te dirais, ça dépend. Par exemple, dans les spécialités, ça va être un peu compliqué de faire un retour en arrière. Ça reste possible, parce que comme on dit, on apprend beaucoup sur le tas, mais il y a une question aussi d'expérience et puis de faire valoir ton expérience. Parce que, mettons que si toi, tu as comme 4-5 ans d'expérience en électrotechnique et que soudainement, tu veux aller en photonique, ben, encore là, ça peut se faire. Ça dépend de la société, mais si tu veux aller, par exemple, dans un domaine comme l'électronique, qui est vraiment très différent, parce que je te parlais tantôt du gros signal et du petit signal. L'électronique, c'est vraiment le petit signal et l'électrotechnique, c'est le gros signal.
Fait que même si tu as 5 ans d'expérience dans l'électrotechnique, tu as pratiquement 0 année d'expérience en électronique. Fait que si tu veux repartir dans un job comme ça, il y a 2 choses qui vont être là. Est-ce que tu es prêt à repartir en fait à 0? Est-ce que tu es prêt à abandonner comme toutes tes années d'expérience pour revenir comme un débutant? Alors que tu as déjà passé 5 années d'expérience, ben, ton salaire a augmenté, tes congés ont augmenté. Ouais. Est-ce que tu veux vraiment renégocier à la baisse? Ouais, pour commencer à 0. Ouais. Ben, je te dirais, ça se fait parce que c'est interchangeant. Mettons que, par exemple, moi, je travaille en électrotechnique et puis je me suis spécialisé plus en commande industrielle. Si je pars dans une usine, par exemple, je peux aller travailler dans une entreprise qui fait des lasers. Je ne travaillerai pas directement sur les lasers comme un ingénieur électrique qui se soit spécialisé dedans, mais je vais plus comme travailler sur les machines que lui, il utilise pour produire. Fait que ça te change, tu n'as pas besoin forcément de changer de carrière totalement pour te retrouver dans quelque chose qui t'intéresse un peu plus. Parce que faire des projets, tu sais, c'est pas au final, c'est pas la tâche en toi-même que tu fais, mais c'est plus les résultats de ce que tu fais qui est intéressant. Fait que juste d'être dans une société, que tu aides à produire des lasers et que tu es impliqué à chaque étape du projet, ben, ça fait une différence. Fait que je pense que c'est plus comme ça que tu dois voir, mettons, ton changement de carrière. Tu vas toujours faire la même chose, mais dans une application différente qui va te permettre de t'épanouir un peu plus. Ouais, non, définitivement. Et je sais que c'est un problème qui est difficile, un problème qui est vraiment difficile. C'est quoi, est-ce que tu veux parler un peu des challenges que tu as rencontrés, des difficultés que tu as rencontrées, comment tu les as surmontées surtout aux études? Je dirais, souvent, je ne cantonne pas mes difficultés aux études au génie électrique. J'ai l'impression que c'est un problème général que nous tous, on expérimente un petit peu en tant qu'immigrant? Exact, en tant qu'immigrant. Parce que, mettons, si je pars du cas spécifique du génie électrique, la difficulté un petit peu, c'est qu'on a beaucoup de travaux. Il y a vraiment beaucoup de travail personnel à faire. Mettons que pour un cours, dans la semaine, j'ai 3 heures de cours magistral, j'ai 3 heures de laboratoire, et puis j'ai 1 heure de dépannage, on va dire. Mais la réalité est que ton 3 heures de laboratoire, c'est juste le temps pour faire tes branchements et autres. Quand tu finis ton 3 heures de laboratoire, il y a un temps que tu dois mettre pour rédiger le rapport de laboratoire. Une fois que tu as terminé ça, tu dois repasser sur ton cours, tu dois aller faire les exercices. Et quelque chose que moi, je n'avais pas forcément quand j'arrivais ici, c'est que pour moi, si j'ai fait tout ce que le professeur a demandé dans le cours, c'est fini. Je n'ai pas besoin de faire grand-chose. Alors que ce n'est pas vrai. Ici, quand tu finis les exercices que le cours a donnés, c'est le minimum, c'est le strict minimum. C'est ce qui t'assure le 50%. Donc, c'est toi qui dois aller faire de la recherche personnelle. Tu dois aller chercher plus d'exercices. Tu dois approfondir ta connaissance. Et c'est quelque chose que je n'avais pas au début. Je me contentais de faire ce que le professeur donne. Je fais son laboratoire, je fais ses exercices et puis c'est fini. Et en plus, quand tu arrives, tu as plus de temps libre. Tu es habitué à faire cours tous les jours pendant la semaine. De 7h à 17h, je parle du Burkina, le matin à 7h, tu finis à 17h. Tout d'un coup, maintenant, c'est quoi? 3 heures, 2 heures en classe et puis après, tu as tout ce temps libre là. Et le danger, c'est que justement, nous, en génie, je dirais en génie en particulier, on a beaucoup de travaux. Ton laboratoire, il te prend beaucoup de temps, mais beaucoup de temps. Et donc, quand tu es à laboratoire, là, c'est quoi? Tu fais des branchements seulement, quoi? Oui, ça dépend. Principalement, c'est ça. Tu fais des branchements et puis, en fait, tu fais tes branchements juste pour relever des données. C'est comme, mettons, on t'a expliqué quelque chose en classe. Par exemple, on t'explique comment mettre en fonction une machine, comment mettre la tension, mettre le courant que tu veux, comment l'accrocher au réseau. En laboratoire, tu vas aller faire ça sur place. Voici la machine, voici les instruments, fais-le. Donc, tu calcules un petit peu pour savoir quels paramètres tu dois mettre et puis qu'est-ce que tu vois en retour. Donc, une fois que tu finis ça, tu prends tes données et puis on va te dire, maintenant, fais un rapport pour expliquer qu'est-ce que tu as vu. Donc, tu dois dire, oui, j'ai fait ça, j'ai vu ça et tu dois interpréter tes résultats. Et souvent, tu interprètes tes résultats et c'est là que tu te rends compte que tu as raté quelque chose en laboratoire. Mais c'est pas grave. Tu sais, l'idée, c'est vraiment pas que tu reviennes forcément sur
la réponse, bon, c'est sûr qu'ils attendent que tu reviennes sur la réponse. Mais tu peux t'en sortir si tu arrives à expliquer qu'est-ce qui n'a pas marché. Mettons que tu vois tes résultats et tu vois qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et tu expliques en disant, voici qu'est-ce qui n'a pas marché et voici pourquoi je pense que c'est ça. Une fois que tu réussis à faire ça, ben, tu as tous tes points. Mais c'est pas évident parce que tu arrives et puis souvent, tu es juste bleu. Donc, mon point par rapport à ça, c'est qu'on pensait avoir beaucoup de temps libre au final. On procrastinait, on fait. Tu fais juste ce qu'on te donne. Et puis, à la limite, quand tu arrives, ben, on te dit c'est pas assez et puis tu es frustré parce que tu te demandes pourquoi c'est pas assez. J'ai fait tout ce qu'on me demandait. Et c'est là que tu te rends compte que le laboratoire ben, que tu as fait 2 jours avant la remise, en réalité, le dépanneur, il s'attendait à ce que tu lui remettes ça immédiatement le jour même. Il allait voir tes erreurs et puis il allait juste t'indiquer qu'est-ce qu'il faut faire. Fait que c'est un peu ce qui nous arrivait. Mettons que tu fais ton laboratoire, tu le donnes, tu penses que tu es bon, tu vois que la moyenne de la classe est là, 90%. Toi, tu as 70 pour ton laboratoire. Tu ne comprends pas qu'est-ce qui s'est passé. Et tu ne te rends pas compte que c'est parce que tu n'as pas remis le laboratoire au moment où il fallait. Et ça, c'est une autre chose. On n'a pas l'habitude, nous, de faire comme une pré-correction. Moi, tu me donnes un laboratoire, pour moi, je n'ai plus à te parler, toi, l'enseignant, jusqu'à ce que je remette. Alors que ce n'est pas vrai. Tu finis, tu pars. Si tu as une question, même si tu es sûr, tu as juste à aller lui montrer et puis demander son input. La plupart du temps, il va juste t'indiquer parce qu'un laboratoire, c'est pas aussi rigoureux, on va dire, qu'un devoir. Qu'un devoir, ouais. L'important, c'est que tu comprennes. Et donc, moi, personnellement, j'estime que j'ai raté cette partie-là parce qu'au début, je ne parlais pas à quelqu'un et puis je faisais ce qu'on me demandait. C'est comme ça que j'ai appris à faire. Et puis, je pensais que ça donnait et puis, ça a été nul. Donc, ma résolution pour ça, ce qui m'a aidé, en fait, c'est que j'ai rencontré un groupe de personnes dans mon programme au final, qui étaient des Africains comme moi. Et puis, avec eux, tu sais, ça a vraiment été une autre dynamique. C'est le genre de personnes qui partent, par exemple, ça, c'est des gens, et puis j'ai été reconnaissant de les avoir, parce que c'est des gens qui, on leur retire 5%, et puis ils sont énervés, mais ils ont A+ pareil. Moi, je suis en mode, pourquoi tu te plains? Tu as A+. Il dit non, on m'a enlevé mes points. Et tu vois, le fait d'être avec des gens comme ça et d'avoir cette mentalité-là, ben, tu laisses plus rien. Quand nous, on arrivait, on laissait beaucoup de choses. Ben, moi, personnellement, je laissais parce que la dynamique, quand tu es dans le système du pays, c'est quoi? C'est on rabaisse vos notes et puis une fois que tu sors du lot, ben, qu'est-ce que tu veux? Tu te plains plus. Alors que il faut aller chercher, il faut aller grappiller, il faut chercher l'excellence. Sur 100, la seule chose acceptable, normalement, c'est 100. Si tu as fait une erreur, OK. Si tu n'as pas fait d'erreur, cherche le maximum. Et ça, c'est quelque chose que j'ai réussi à avoir juste parce que je me suis entouré des bonnes personnes. Donc, il faut parler aux gens, il faut demander, il ne faut pas être dans son coin. C'est travailler en groupe aussi, vraiment, ouais. C'est quand même à double tranchant travailler en groupe, je te dirais. Hein. Okay. Parce qu'il faut avoir le bon groupe. J'ai fait l'expérience d'avoir 2 groupes différents. Et quand tu travailles dans un groupe où vous tirez vers le bas, on va dire, vous êtes la même chose et que vous travaillez, ça ne marche pas. Ça marche pas. Ici, ce qui est bien, c'est qu'au-delà du groupe, en réalité, tes professeurs et tes dépanneurs sont quand même assez réceptifs. Tu peux aller leur poser des questions, tu peux demander. Tu as des professeurs qui sont un peu moins gentils que d'autres, qui vont te faire passer pour bête, mais dis-toi que, bon, écoute, à la fin de la journée, toi, tu auras ce que toi, tu veux, donc tu endures. Mais c'est ça, les dispositions sont là et puis il faut vraiment aller vers les bonnes personnes. Et comme je dis, premièrement, il faut aller vers les bonnes ressources. Et la plupart du temps, quand tu vas aller chez le dépanneur, mais tu vas rencontrer d'autres personnes là qui vont poser les mêmes questions, qui vont faire du sens et tu te rends compte que quand vous êtes 2 à poser les questions au dépanneur, ça marche mieux. C'est comme ça que ton groupe se fait au final. Mais oui, c'est vraiment important d'interagir avec les autres. C'est quelque chose de très important. Et c'est pour ça que je disais, je pense pas que ce soit relié au génie électrique. Je pense que c'est relié un peu à la généralité des études au Canada. Ce qui est ressorti beaucoup aussi de mes autres interviews, c'est que, quand tu sais, ici, il y a le système du cégep. Ici, les gens ont déjà des outils, des connaissances, la pratique que nous, on n'a pas au pays. Tu vois? Donc, quand on arrive, il y a un certain retard qu'on a déjà naturellement par rapport aux autres Québécois. Est-ce que tu penses qu'en génie électrique, c'est très flagrant, il faut fournir... Est-ce que tu as senti que tu devais fournir beaucoup plus d'efforts que tes camarades, par exemple, par rapport
à la remise à niveau sur le point des connaissances, des choses comme ça? Je te dirais oui et non. Oui, parce que clairement, quand ils arrivent, ils ont d'autres aptitudes, ils sont mieux en technique et ainsi de suite. Mais ce que moi j'ai trouvé le plus important par rapport à l'expérience au cégep, c'est ils arrivent avec un groupe d'amis. Ils arrivent avec un groupe d'amis et ça fait que quand ils arrivent, par exemple, pour un laboratoire, ils ont peut-être pas autant de connaissances que toi. Tu sais, vous arrivez sur le même pied d'égalité. Mais le simple fait qu'ils avaient quelqu'un au cégep qui est passé avant eux, qui vient leur expliquer, c'est au final, tu as l'impression que tu n'as pas les mêmes connaissances qu'eux. Alors que la seule chose qu'ils ont fait, c'est d'avoir ce groupe-là. Et une chose que j'ai remarqué, c'est que il faut parler en fait aux gars. Quand tu leur parles, moi, en génie électrique, par exemple, tu sais, moi, je me disais ça, je me disais, les gars sont au cégep, ben, ils viennent du cégep, ils ont une technique, ils sont mieux que moi. C'est sûr qu'ils ont des connaissances, mais les gars, quand ils nous écoutent aussi, souvent, ils sont impressionnés. Parce que moi, je me rappelle quand je discutais avec un Québécois de mon programme, et malheureusement, c'est des choses qui sont arrivées comme à ma 3e, 4e année, j'étais en train de C'est toujours là que tu réalises tout ce que tu n'as pas fait au début. Exact. Ouais, je comprends. Justement, quand je discutais avec eux, parce qu'en 3e, 4e année, vous arrivez à des projets où c'est plus la technique qui compte. C'est vraiment qu'est-ce que vous avez appris. Et c'est là que, on va dire, vous arrivez à égalité un petit peu. Et ces gars-là, ils étaient impressionnés par nous, on va dire, les Africains, parce qu'ils estiment que nous, on ne le connaissait pas. Comment on fait pour le connaître maintenant? On n'a pas quelqu'un qui nous a expliqué, on n'a rien dit. Comment nous, on fait pour le connaître? Et c'est là, quand tu commences à discuter, ben, tu te rends compte que les gars, ils n'ont aucun problème à te montrer non plus. Tu sais, oui, au début, tu sais, il y a comme vous connaissez pas, c'est peut-être la première fois pour eux de rencontrer des immigrants. Fait que quand tu leur poses certaines questions, ils vont être en mode, pourquoi tu me poses ça? Tu es à l'université, tu es censé savoir ça. Mais c'est pas très grave dès que tu leur prouves que tu es un contributeur aussi. Dès que tu leur prouves que tu as quelque chose à donner, que tu as une connaissance qui est là, que tu as une manière de travailler. C'est ça la petite chose qui nous manque. L'éthique de travail, ouais. Exact. Fait que moi, quand je discutais avec un 3e année, il nous disait, nous, vous êtes des fous. Eux, ils ne comprenaient pas comment moi, j'avais 5 cours en génie électrique. Il dit, lui, il n'a jamais fait ça de toute sa vie. 5 cours, c'est beaucoup. Ouais, tu sais, pour moi, c'est normal parce que quand j'arrive, l'organigramme, c'était 5 cours. Oui, quand je suis arrivé les premières années, j'ai pris 4 cours parce qu'on m'a prévenu que ce n'était pas évident. Mais dès que j'ai commencé à prendre le bain, pour moi, c'était juste évident que je dois prendre 5 cours. Mais ces gars-là, eux, ils te disent, ils ne comprennent pas, tu es fou. Tu prends 4 cours et puis tu fais tes 2 cours à la session d'été. Mais tu vois, tout ça, c'est des choses que tu dois discuter avec eux. Et quand tu commences à faire le partage, ben, cette différence-là de compétences, on va dire, pas très vite. Parce qu'au final, ce qu'ils apprennent au cégep, c'est quoi? C'est des trucs assez simples à retenir. C'est pas de la matière très compliquée. Fait que dès que tu discutes avec ces gars-là, tu te rends compte que, ben, aussi, ils ont des manques à combler. Tu sais, l'université n'est pas juste facile pour eux. Ouais, oui, ils ont le cégep, mais c'est pour les laboratoires. Dans les examens, c'est pas pareil. Fait que une fois que tu commences à parler avec eux, ils sont intéressés parce qu'ils se rendent compte que, ben, en théorie, tu es un peu meilleur. Parce que toi, tu la connais, la théorie. C'est ce que tu as fait à l'école, jusque-là. Donc, tu connais beaucoup la théorie. Donc, ce partage-là, je reviens beaucoup là-dessus parce que c'est ce qui m'a marqué quand même dans mon programme. Ouais. Même la différence de compétences, je me suis rendu compte que c'est quand tu ne discutes pas avec quelqu'un, ben, tu as toujours l'impression que tout est facile pour lui. Quand tu commences à discuter, tu te rends compte que c'est pas aussi simple et deux fois, tu vois que ce que tu penses être un avantage pour eux, ben, c'est pas si compliqué à avoir. C'est pas forcément, ouais. Okay. Donc, oui, il y a une différence, mais je te dis, ça se règle rapidement si tu parles aux bonnes personnes au final. Et puis, ça dépasse pas grand-chose tu as un laboratoire, tu essaies de faire un branchement, tu comprends pas. Tu approches quelqu'un à côté qui fait ça très facilement et puis tu lui demandes, mais comment tu as fait ça? Parce que je ne comprends pas ici. Et c'est là, il va t'expliquer. Il va t'expliquer au début et puis c'est là, vous allez causer, il va comprendre c'est quoi tes lacunes et ainsi de suite. Et c'est comme ça, le partage avance et puis au final, il n'y a plus de distinction entre vous et eux. OK, on va venir à ce que tu fais. Maintenant, on va parler de ton travail. Donc, c'est quoi tu fais? Ça ressemble à quoi un peu tes tâches et puis ton quotidien? Ben, juste pour mettre le contexte un peu, dans l'usine, en fait, on a 3 départements. Donc, on a le département de la production qui s'occupe en fait de faire rouler la machine et puis de fournir le produit selon les commandes.
Donc, dans le département de production, tu as des ingénieurs de procédés. Donc, c'est eux qui vont tester la qualité du produit, qui vont faire tous les ajustements nécessaires pour que le produit qu'on sort soit répondre aux exigences de nos clients. Ensuite, tu as le département de maintenance. Fait que le département de maintenance, si jamais la ligne a un problème, qu'elle arrête parce que quelque chose a cassé ou ainsi de suite, c'est la maintenance qu'on va appeler. Eux, ils vont s'occuper de régler le problème immédiatement et puis ils font aussi ce qu'on appelle de la maintenance préventive. Donc, ils vont dire, bon, par exemple, nous, on doit faire des travaux sur cette machine-là à telle période pour qu'elle puisse continuer de rouler. Et maintenant, donc, pour revenir à la production, on va dire qu'il est vraiment court terme. Production et maintenance, c'est vraiment court terme. Eux, ils s'occupent de la machine au jour le jour. Ils s'occupent que la machine continue à rouler. Et maintenant, tu as le département d'ingénierie. Le département d'ingénierie, nous, on est comme moyen long terme. Donc, le département d'ingénierie, on fonctionne par projet. Donc, les projets, ce sont des demandes qui souvent viennent de la production, du département de la production, de la maintenance, ou bien ça peut venir du corporatif qui essaie d'implanter quelque chose. Donc, qu'est-ce que nous, on fait? C'est, on définit un projet. Par exemple, la production peut nous dire, ben, il y a un endroit de la machine, on fait ça comme ça, mais ça marche pas. Ça nous crée beaucoup de problèmes. On a besoin d'une solution. Par exemple, actuellement, il y a ce qu'on appelle une calandre. C'est comme un rouleau. C'est comme deux rouleaux et puis tu as la feuille qui passe à l'intérieur. Et la production nous a dit, ben, nous, on a du mal à ajuster. Actuellement, nous, on l'ajuste mécaniquement, mais à chaque fois qu'on l'ajuste, ben, on n'arrive pas à avoir la précision qu'on veut et puis au final, le produit ne donne pas. Donc, on perd beaucoup de temps et de produits. Donc, voici le problème. Vous, l'ingénierie, réglez-le. Donc là, quand ça vient, ben nous, on a notre boss qui est le gérant technique. En fait, il est le directeur de la production et de l'ingénierie. Et puis, lui, il va venir avec le projet et puis il va assigner un chargé de projet. Donc, il peut venir m'assigner le projet et puis il va me dire, bon, voici le problème, propose-moi une solution. Donc, là, moi, je vais prendre le problème, je vais définir c'est quoi le mandat, c'est quoi le problème et qu'est-ce qu'ils attendent de moi au final. Et ensuite, je vais commencer à regarder toutes les possibilités techniques. Qu'est-ce que je dois installer? Quelles modifications je peux faire à la machine et pour régler ce problème-là. Donc, ça, c'est une demande, l'exemple d'une demande qui vient de production. Par exemple, la maintenance, ça peut être, ils vont me dire, nous, on fait des travaux sur cette machine-là à chaque 6 mois, normalement. C'est ce qui est dans nos papiers qu'on doit faire à chaque 6 mois pour que ça marche. Mais on remarque que ça bloque pratiquement chaque semaine. Il y a un problème. Il y a quelque chose qui marche pas ici. On ne sait pas c'est quoi, mais il y a quelque chose qui marche pas. Donc, encore une fois, ça va être un projet qui va être donné à mon boss et puis il va désigner un chargé de projet pour ça. Et donc, le chargé de projet va venir et puis il va analyser qu'est-ce qui se passe. C'est souvent, ils viennent avec des solutions et puis ils vont dire, ben, change la machine qui est là, change le moteur, change la drive. Et c'est peut-être pas ça le problème. C'est peut-être autre chose. Donc, nous, à l'ingénierie, c'est de répondre à la demande. Mais c'est pas, il y a vraiment un gros aspect recherche et gestion, je te dirais, au-delà des compétences techniques, parce que quand on te décrit le problème, tu dois pas juste le prendre pour content et le faire. Tu dois venir et puis valider toi-même c'est quoi le problème et c'est quoi la meilleure solution. En disant c'est quoi la meilleure solution, tu dois définir aussi un plan pour valider que c'était effectivement la solution. Et donc, tu le soumets à tout le monde et une fois que c'est fait, ben là, tu mets en œuvre la solution. La plupart du temps, tu la mets pas forcément en œuvre toi-même. Si c'est un problème, par exemple, ben, c'est moi qui vais définir le problème et puis dire qu'est-ce qu'on a besoin. Puis si c'est pas compliqué à faire, ben, je le fais moi-même. Et on a une équipe de techniciens pour installer. Pour implémenter, ouais. Si jamais on trouve que c'est compliqué, ben, pas que c'est compliqué, que ça demande plus de temps ou que ça demande une expertise spéciale, ben, on va aller sur une firme de génie conseil. Et si on va sur une firme extérieure, c'est moi le chargé de projet qui va être chargé justement de leur expliquer c'est quoi le problème, de valider que la solution nous convient et puis de planifier un peu l'installation à l'intérieur. Donc, je te dirais, on travaille vraiment, comme je disais, comme une firme de conseil privé parce qu'on n'est pas concerné par le day-to-day. Oui, on peut nous amener un problème qui concerne le day-to-day, mais ça ne nous intéresse pas, on va dire directement. C'est pas notre travail de faire rouler la ligne. Notre travail, c'est de l'améliorer pour qu'on ait moins de problèmes au final. Si je vais faire l'analogie avec la consultation, c'est comme si tu es un consultant interne, en fait, pour une compagnie. Et s'il y a un bobo et ça requiert, comme tu as dit, c'est un peu plus compliqué, ça requiert des ressources externes. Là, tu vas voir comme des consultants externes, en fait, dans le génie conseil. Okay. Exact.
Mais au-delà de la complication, il faut voir que les entreprises fonctionnent aussi par responsabilité partagée. Parce que, mettons, si on amène une machine d'une firme externe, parce qu'on ne produit pas les machines, mais souvent, on ne veut pas faire la modification nous-mêmes. Juste parce que si on fait la modification nous-mêmes, on va perdre la garantie, on va perdre le support et ainsi de suite. Donc, on est obligé de ressortir, aller chercher. Mais très souvent, c'est nous qui connaissons le produit. On sait exactement qu'est-ce qu'on veut. Donc, à ce moment-là, on va dire, tu agis un peu comme surveillant. Parce que souvent, ils ont on va dire, des solutions génériques pour leur machine. Et c'est toi de dire, par exemple, non, cette solution ne nous convient pas. Il faut faire la solution telle qu'elle. Fait que souvent, tu pars vers une firme, peut-être pas parce que c'est trop compliqué, mais parce que c'est la manière de faire. Sinon, tu perds ta garantie. Et tu dois t'assurer, en fait, de remplir les exigences de ton projet. Fait que c'est intéressant dans ce sens-là que tu as beaucoup de choses variées et diverses qui arrivent. T'es pas juste cantonné à une chose. Parce que les problèmes sont divers et puis, on distribue les projets, on va dire, en fonction de la disponibilité. Mais dans le fond, est-ce que tu travailles sur un projet à la fois ou tu peux travailler sur plusieurs projets à la fois? Non, tu travailles jamais sur un projet à la fois, je te dirais. Parce que les projets sont ouverts sur une période d'une année. Par exemple, je peux pas ouvrir, tu peux pas, sauf cas exceptionnel, mais tu peux pas juste venir me voir avec un projet aujourd'hui et puis croire que je vais travailler sur ce projet-là. Ça passe par un processus. Donc, au début de l'année, moi, on me donne la liste de projets que j'ai pour l'année, qui sort des besoins qui ont été émis pendant l'année dernière. Donc, dans cette liste de projets, je te dirais, en moyenne, on a chacun une dizaine de projets en même temps. Et cette dizaine de projets-là, tu as toute l'année normalement pour les mettre en œuvre. Sauf qu'on a des arrêts annuels. Mettons que la machine arrête seulement une semaine dans l'année. Elle arrête un jour par mois normalement, mais dans l'année, tu as une semaine. Donc, quand tu as des gros travaux, c'est seulement à cette semaine-là. Donc, mettons que si cette semaine-là se trouve en mars, c'est à toi de classer tes priorités et puis de savoir, tel projet-là, il n'est pas prioritaire parce que j'ai jusqu'en décembre pour le finir. Puis là, moi, mon arrêt, il est en mars, fait qu'il faut que je me concentre là-dessus pour arriver en mars. Mais au début de l'année, tu as tout ton pool de projets. Ça signifie que quand tu commences l'année, tu sais déjà tous les projets sur lesquels tu travailles. C'est à toi de gérer tes priorités, de les classer et puis de savoir quel projet tu mets l'emphase pour telle période. Et puis, à la fin de l'année, tu es jugé sur est-ce que tu as réussi à compléter tous tes projets. Mais tu as toujours plusieurs projets en même temps, jamais juste un seul. OK. Ça peut arriver que tu n'aies aucun projet et puis tu es juste là comme ça. Il y a rien qui se passe. Non, pas vraiment. Il y a tout le temps quelque chose qui se passe. Oui, il y a tout le temps quelque chose. Parce que même si tu n'as pas de projet, ça arrive, par exemple, que l'été, c'est pas que j'ai pas de projet, mais mes techniciens sont en vacances. Donc, j'ai pas la capacité d'avancer sur mon projet. Donc, on m'a dit, ça tombe un peu, c'est tranquille parce que j'ai juste personne. Mon projet, il est là, mais j'ai personne pour le faire. Et puis, souvent, deux fois, on part vers des contracteurs, c'est des électriciens que je vais prendre en externe, mais eux aussi, ils sont en vacances. Qu'est-ce que tu fais? Mais là, c'est le moment de passer sur d'autres projets. Par exemple, il y a un besoin que la production avait dit et puis on a besoin que tu prennes ce temps d'étudier là. Mais pendant ce temps, tu profites et puis tu pars étudier sur un autre projet. Un autre projet. Okay. Donc, il y a toujours quelque chose à faire, je te dirais. Et même quand tu penses qu'il n'y a rien, il y a quelque chose. OK. Donc, dernière question pour toi, c'est par rapport aux attentes salariales. Quelqu'un qui finit ses études et puis qui en début de carrière peut aspirer à combien? Après, j'imagine que la spécialisation aussi influe quelque part aussi les salaires, mais de façon générale, en tout cas, quelqu'un diplômé en génie électrique au bac peut aspirer à combien en début de carrière? En général, c'est autour de 50 000 par année. C'est sûr donc, que ça moins varie. que 50 000, tu penses qu'on est en train de... Enfin, c'est pas normal, moins de 50 000. Ouais, moins de 50 000, c'est clairement pas normal. Ça, je me suis fié même sur les études de l'université qui te disent que la moyenne en sortant, c'est 50 000. De mon expérience, je te dirais pratiquement toutes les sociétés essaient d'aller un petit peu au-dessus de 50 000. Donc, tu vas avoir peut-être un salaire. Pour un diplômé, donc aucune expérience, juste les stages. J'ai oublié de mentionner, les stages sont obligatoires. Il faut faire obligatoirement un stage minimum, je pense, pour graduer. Oui, c'est un stage minimum qu'il faut faire. Par rapport à ça, ce qui est important d'ajouter, c'est qu'il faut commencer tôt pour le stage et il faut utiliser toutes les ressources
qui sont mises à disposition. Parce que, pour la petite histoire, moi, j'ai fait comme 2 ans pour trouver mon premier stage. Wow, ça a été long, même. mais par exemple, tu as le service de placement à l'université pour moi, vu qu'ils ne nous plaçaient pas directement dans les stages, moi, je disais, vous êtes inutile. Je ne vois pas pourquoi je vais venir. Mais ils aident quand même les entrevues, tout ça. Exact. Quand j'ai fait 2 ans et que je ne le trouvais pas, ben, on m'a dit que j'étais un peu désespéré. J'ai décidé d'aller au service de placement. Et c'est là qu'on a révisé mon CV, on a révisé ma lettre de motivation. Ils ont fait j'ai fait des simulations d'entrevue avec eux. Ça a vraiment aidé. Ça a vraiment aidé parce que on ne prend pas assez avantage des ressources qu'on a en tant qu'étudiant à l'université. Souvent, on sait maintenant, on se dit, ils sont, comme tu as pensé, ils sont inutiles. De toute façon, c'est pas comme s'ils vont décrocher et le boulot pour moi, pourquoi je vais aller plus tard. C'est important. Comment tu présentes ton CV, comment tu te tiens, toutes ces choses-là. Et puis même, ils peuvent souvent faciliter même, genre te mettre en contact avec des compagnies parce qu'il y a des partenariats avec l'université à la fin de la journée. Donc, il faut prendre avantage des ressources qu'on a à l'université pour ces choses-là. Dans ça, tu l'as tout dit, je ne dirai jamais assez ça. Il faut prendre avantage des ressources. Et puis, moi, je trouve que j'ai mis tellement de temps avant de me rendre compte de l'importance de ça. Fait que oui, pour le stage, c'est un stage obligatoire que j'ai souffert pour avoir, que tout le monde pratiquement souffre pour avoir. Mais aller au service de placement m'a beaucoup aidé. Puis, une fois que tu le gagnes, ça va. Je te dirais, quand tu as ton stage, ben, comme expérience, c'est vraiment une expérience valide. Pour quelqu'un, quand tu veux te faire embaucher, c'est une expérience valide. Et même par rapport à ça, l'ordre des ingénieurs reconnaît tes stages comme une expérience. Oui, on va parler de ça après. J'avais complètement oublié. Merci d'avoir mentionné. Mais, OK, donc en bas de 50 000, c'est pas normal. Oui, en bas de 50 000, c'est pas normal. Pour le génie électrique, c'est pas normal. OK, l'ordre des ingénieurs, comment on fait pour entrer dedans? Ça marche comment chez vous? Dans le fond, l'ordre de l'ingénieur... D'abord, pardon, avant de commencer, est-ce que c'est obligatoire d'être dans l'ordre des ingénieurs? C'est obligatoire selon ce que tu fais. Mettons qu'au Québec, clairement, pour pouvoir s'appeler ingénieur, tu dois être dans l'ordre des ingénieurs. La bague de graduation ne suffit pas, hein? Oui, justement, parce que c'est deux sociétés très différentes. Genre, c'est 2 entités différentes. Pourquoi on vous donne une bague même à la fin? C'est quoi le but? C'est symbolique. C'est symbolique parce que c'est... Mais je te dirais, la bague, la cérémonie de la bague est plus intéressante que la graduation en elle-même. Ça allait que oui. Je te dis, tu sais, c'est vraiment symbolique parce que pour la bague, c'est ce qu'ils appellent les 7 gardiens. La société des 7 gardiens, qui est en gros une société d'ingénieurs. Ça semble un peu comme une secte, on va dire. Voilà, on dirait une secte parce que la cérémonie est chelou. Et puis, vous devez jurer, vous devez faire un serment. J'ai assisté à la remise de bague de ma soeur. Ça ressemble à une secte. Je l'ai trop fatiguée avec ça. Je dis non, toi, tu es rentré dans une secte, hein, comme ça, là. Non, mais ce qui est bien avec ça, c'est que vrai, à part quand tu finis la cérémonie, tu n'entends plus jamais parler de cette société-là. Oui, tu as ton numéro de certificat, mais tu n'entends plus jamais partir. Et c'est juste solennel parce que, tu sais, la graduation, oui, c'est bien, on te donne un papier. Mais tu sais, là, on te donne une bague. Tu sais, c'est une bague et puis, en plus, c'est bon dans les conversations parce que quand vous voyez, tu vois quelqu'un qui a sa bague, tu dis, ah, tu es ingénieur, et puis vous en parlez, tu sais. Donc, c'est vraiment plus symbolique et puis, c'est important. Mais c'est une société totalement à part et puis, en vrai, il n'y a aucune valeur légale à ça. C'est vraiment juste une bague et puis, c'est juste imprégné dans la culture canadienne. Fait que, non, mais c'est intéressant, c'est vraiment intéressant, ouais, j'avoue, ça ajoute un petit quelque chose. Ouais, comme je te dis, si tu me demandes de choisir entre ma graduation et la cérémonie du jour, je m'en vais pour la cérémonie du jour. C'est quelque chose, franchement. Ouais, c'était bien. Mais, donc, pour revenir à ce que je disais, c'est quand tu finis, en fait, ton diplôme, l'ordre, tu dois t'inscrire au programme de l'ordre et l'ordre va valider en fait que ton diplôme fait partie des diplômes reconnus de génie au Canada. Donc, ils ont une liste d'universités qui répondent aux critères et il y a un bureau qui est l'AP, j'ai oublié le sigle, mais c'est comme l'association de qualification des programmes de génie. Fait que la première étape, c'est quand tu finis ton diplôme, tu t'inscris à l'ordre, tu soumets ton diplôme et c'est l'université même qui envoie ton relevé de notes. Donc, ils envoient directement à l'ordre et l'ordre valide en fait que ton diplôme est reconnu. Donc, si ton diplôme est reconnu,
là, ils vont t'accepter dans ce qu'ils appellent le programme d'accès à la profession. C'est vraiment nouveau parce qu'avant, tu avais les ingénieurs juniors, mais maintenant, ce programme-là est révolu. Donc, on t'accepte dans le programme d'accès à la profession. Le programme d'accès à la profession, c'est là que tu prends ton titre CPI, qui est candidat d'accès à la profession, candidat à la profession d'ingénieur, et c'est un titre officiel, comme ingénieur qui est un titre officiel. Et à ce temps-là, tu peux travailler maintenant sous la supervision d'un ingénieur. Donc, tu fais le travail d'un ingénieur sous la supervision d'un ingénieur. Et dans ça, tu dois faire 2 années d'expérience. Donc, il y a deux volets pour valider. Il y a le volet pratique, tu dois faire 2 années d'expérience. Et dans les 2 années d'expérience, il y a 28 éléments de compétences qu'ils appellent. Tu dois faire un rapport qui prouve que tu as rempli tes 28 éléments de compétences et ton superviseur va venir te noter là-dessus. Donc, comme pour valider que tu as vraiment rempli. Donc, une fois que ça c'est validé, que lors de review ta compétence, on fait passer. Et dans ça, comme je disais, tes stages sont reconnus à hauteur de 8 mois. Donc, si tu as fait 2 stages de 4 mois, 8 mois, ça, c'est reconnu. Et plutôt que de faire 2 années, tu auras juste 1 an, 4 mois à faire. Donc, c'est important. Mais tu ne peux pas reconnaître d'éléments de compétences dans le stage. Donc, il faudrait que dans le 1 an, 4 mois que tu vas faire en tant que travailleur, tu prouves que tu as rempli tes 28 éléments de compétences. Mais je te dirais, c'est pas très compliqué à faire ça. Donc, une fois que tu valides le volet pratique, il y a aussi le volet théorique. En fait, les deux se font en parallèle. Le volet théorique, il y a une formation qui est disponible sur le site de l'ordre que tu dois faire. C'est une formation de 30 heures. Et puis, à la fin de la formation, tu dois aller faire l'examen professionnel. L'examen professionnel, c'est tu le composes et puis c'est sur la matière qui a été enseignée à la formation. Contrairement aux examens professionnels des autres, je ne sais pas vraiment comment ça se passe, mais d'après ce que j'ai entendu, c'est comme technique pour les autres. Alors que l'examen professionnel de l'ordre, c'est plus un examen d'éthique. Est-ce que tu connais le cadre juridique? Est-ce que tu sais ce que tu dois faire? Est-ce que tu sais ce que tu ne dois pas faire? Est-ce que tu sais comment tu dois tenir tes dossiers? Parce qu'une exigence, par exemple, ici, c'est de tenir tous tes plans d'ingénierie pendant 10 ans. C'est des trucs aussi simples. Donc, c'est ce qu'on va tester à ton examen professionnel. Donc, une fois que tu as rempli l'examen professionnel et le volet pratique, là, ils vont review et puis ils vont te délivrer ton permis d'ingénieur. Et c'est seulement quand tu as ton permis d'ingénieur que tu peux te faire appeler ingénieur. Maintenant, qu'est-ce que se fait appeler ingénieur en fait? Ça implique, tu peux signer. Par exemple, mettons que on fait le plan d'une maison ou bien on fait le plan d'une installation électrique et ainsi de suite. La plupart du temps, pour pouvoir construire ça, il faut qu'un ingénieur signe. L'ingénieur qui signe, il signe pas juste pour signer, il signe pour dire c'est moi qui ai produit. Tu mets ton nom dessus, le plan. C'est ça. C'est pour dire tu t'engages par rapport à ce qui est là. Ça signifie que tu responsabilité. Exact. Et le point de vue de l'ordre, c'est quoi? C'est que, mettons, toi qui ne fais rien de génie, si tu viens et que tu vois que ton plan a été signé par un ingénieur qui est reconnu par l'ordre, c'est censé être un gage de confiance. Tu n'as pas besoin de connaître la personne elle-même. Tu as juste besoin de savoir que, vu qu'il est reconnu par l'ordre, il a le minimum de qualité que je dois exiger. C'est juste un gage de confiance et c'est ce privilège-là que tu gagnes avec ton titre d'ingénieur. Maintenant, pour en revenir à ce qu'on disait, c'est qu'il y a des postes où tu agis, on va dire peut-être en tant qu'ingénieur, mais tu n'as pas besoin d'avoir ton permis. Parce que, par exemple, tu ne signes pas de plan, tu ne conçois pas de plan, tu ne vérifies pas de plan, tu ne fais pas de trucs. Si tu n'en as pas besoin, tu n'as juste pas besoin d'être dans l'ordre. Mais ça a double tranchant. Parce que quand tu vas faire comme 5, 6 années d'expérience sans être inscrit à l'ordre et que tu veux, par exemple, changer, aller dans une entreprise qui va te demander d'être ordre, qui va te demander d'être ingénieur, de faire de la conception, ça va être trop tard. À ce moment-là, tu dois reprendre à zéro. Et quand tu reprends à zéro, c'est pas évident. C'est pas le bon moment. Non, moi, je te dirais, quand tu sors, t'es pas obligé de faire ton truc en génie. Mais sache que si t'es pas reconnu par l'ordre des ingénieurs, mais ton cheminement est différent. Ouais. Parce que comme je disais, le jalon de 2 ans, c'est vraiment quand tu gagnes ton permis d'ingénieur. Fait que lorsque tu as ton permis d'ingénieur, c'est un argument supplémentaire par rapport à la valeur que tu as. C'est-à-dire que toi, tu peux conduire des projets dans l'usine du début jusqu'à la fin. Prenons un exemple. Moi, mes projets, par exemple, j'ai un superviseur qui est ingénieur.
Donc, il a la capacité de signer. Mais du point de vue de l'ordre, il est responsable de tout ce que je fais. Donc, il a la capacité de signer. Mais prenons l'exemple où je n'avais pas un superviseur. Ça ne m'empêcherait pas d'être chargé de projet. Je peux toujours faire tout ce que j'ai à faire, sauf que je serai toujours obligé d'aller voir d'aller demander le superviseur. Oh, le superviseur, une firme externe, en fait. Oui, exact. Parce que si c'est une firme externe qui me livre le produit, c'est eux qui s'engagent. C'est l'ingénieur qui va concevoir là-bas qui s'engage. Si mon ingénieur ne peut pas signer, parce que ça arrive, tu as des ingénieurs, par exemple, qui sont là, qui ont 10, 15 années. Ben, on dit des ingénieurs. Tu as des gens qui pratiquent en génie, qui ont 10, 15 ans, et ils ne sont pas ingénieurs. Donc, ton superviseur, on va dire, officiel dans l'entreprise, n'a peut-être pas la capacité de signer ton plan pareil. Fait que tu dois aller vers une firme à chaque fois, parce que c'est eux qui ont la capacité de signer. Ça, c'est juste d'un point de vue légal. Parce que tout ce que tu fais peut être remis en cause. Et tu peux être poursuivi pour ça. Parce que tu aurais usurpé le titre, tu te serais présenté comme ingénieur alors que tu ne l'es pas. Tu aurais conçu des équipements alors que tu n'en as pas le droit. Fait que c'est un peu plus compliqué. Donc, oui, tu as la capacité de ne pas le faire. Ton cheminement est différent. Mais tu sais, qui t'a fait 4 années, à souffrir 4 années à l'université pour avoir... Et puis, je t'assure. Vas-y. Vas-y jusqu'à la fin quand même. Et aussi, ça vient avec des avantages. Je sais que ma soeur m'avait parlé, par exemple, de l'assurance auto et aussi l'examen, la compagnie paye pour l'examen. Donc, je ne sais pas c'est combien, mais ça doit coûter cher aussi. Ça coûte cher. Mais ce n'est pas une généralité. Parce que dans la formation, par exemple, la plupart du temps, l'ordre te dit, on n'est pas une association qui est là pour vous donner des privilèges. On s'entend. On est là pour protéger le public. Donc, en gros, l'ordre, c'est un peu comme la police des ingénieurs. C'est des ingénieurs qui surveillent les ingénieurs pour garder la confiance du public. Donc, oui, par exemple, il y a certains avantages pour l'assurance. Il y a des placements de fonds. Tu as quelques avantages comme ça, mais ils te disent beaucoup, ne compte pas sur ça. C'est pas un argument pour devenir. Et en plus, c'est pas toutes les sociétés qui payent. Je sais qu'il y en a plusieurs. Par exemple, la société où moi je travaille paye pour tout ce qui concerne l'ordre. Et je te dirais, oui, c'est cher. Parce que pour rentrer, pour l'admission, je pense que ça te prend autour de $300-400 juste pour faire l'admission pour rentrer dans le programme. Une fois qu'on t'a accepté dans le programme, mais tu dois payer ta cotisation annuelle qui est calculée au prorata selon quand tu as fait ta demande. Donc, mettons, normalement, chaque année, tu as une cotisation à payer. Si tu as fini ton diplôme, mettons en août, tu as juste commencé à travailler comme 4 mois dans l'année. Donc, ils vont calculer la partie de ces 4 mois-là pour que tu payes seulement pour ta première année et seulement si tu es diplômé, genre si tu es nouveau diplômé. Si par exemple, tu as fait 5 ans et que tu es nouveau, même si tu viens payer en décembre, tu payes au complet pour l'année. Donc, ça peut monter vite cher parce que tu dois payer pour l'admission, tu payes pour ta cotisation annuelle, tu payes pour les modules de formation. Est-ce que tu peux mettre des chiffres dessus? C'est combien? Genre, par exemple, pour la cotisation annuelle, c'est combien? La cotisation annuelle, c'est autour de $500. Et les autres trucs, là, c'est combien? Genre l'admission, comme je disais, l'admission, je pense que c'est autour de 300, entre 300 et 400, si je me rappelle bien. Ton inscription, comme je dis, c'est autour de 500, mais ça va être calculé au prorata quand tu viens. Ensuite, tu as les modules de formation. Les modules, si tu payes tous les modules de formation, ça revient à $500, mais tu n'es pas obligé de payer tout en même temps. Tu as comme plusieurs blocs, puis tu as 2 ans pour faire tes formations. Donc, tu peux choisir de payer comme 2 par année, si tu veux, ou ainsi de suite, mais l'ensemble fait autour de $500. Ça fait autour de $500, et ensuite, tu as l'examen professionnel que tu dois payer. L'examen professionnel, c'est autour de 250, un truc comme ça. 250. Fait que jusqu'à date, quand j'additionne, je pense que je suis autour de 2000 pièces pratiquement à payer. Mais moi, mon entreprise s'en occupe. Fait que ça ne sort pas de ma poche. Quand même, ouais, c'est beaucoup. Ouais. Mais il y a beaucoup d'entreprises qui vont le payer parce que ça les avantage. Ils ont avantage à ce que tu sois membre de l'ordre, donc c'est comme ça qu'ils le calculent. Comme il y en a d'autres, ils ne discutent pas, ils sont en mode, ça te regarde, c'est toi qui payes tout. Bon, on arrive au terme de cette interview, je dirais. En tout cas, merci beaucoup. Moi, j'ai appris beaucoup aujourd'hui, là. J'ai beaucoup appris. En tout cas, ça fait plaisir. Merci à toi. Prends soin de toi. Merci, toi aussi. Salut.